go deep and picked off. Intercepted by Ambry Thomas. We'll see a pickup come down the right side possibly. Montana looking, throwing in the end zone. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 77e épisode du Facebook Podcast. Ça fait un moment qu'on n'est pas venu parler au micro de nos 49ers, ça nous manquait, et puis il y a quelques petites choses à dire, même si l'actualité est assez creuse en ce moment, c'est le début des camps, donc forcément le retour du football et des infos et de pas mal de choses qui se passent autour de la franchise. Pour m'accompagner, comme d'habitude, Olivier, Kevin et Gonzague. Salut les gars. Salut. Salut tout le monde. Hello. Donc début des camps, et la première information évidemment, parce que ça fait 2 mois qu'on n'est pas venu, donc il y a eu pas mal d'infos sur ce sujet. Brandon Aiyuk qui a demandé la semaine dernière à être transféré. Brandon Aiyuk qui est tout de même présent au camp, même s'il n'est pas en tenue et qu'il ne s'entraîne pas. Gonzague, 2 mois de tractation et même plus autour de Brandon Aiyuk. Qu'est-ce que tu en penses de toutes ces discussions ? Est-ce qu'on est sur un thème récurrent des 49ers après Debo, après Nick Bosa, ou tu trouves ça un peu différent cette année ? Alors, un thème récurrent propos 49ers, je dirais même au-delà de ça, c'est un thème récurrent lié au foot américain. Pour ceux qui suivent la NFL, comme Olivier et moi, depuis tant d'années, j'ai envie de dire, pour moi, ça devient de la soupe insipide, en fait. Tant les joueurs qui demandent de nouveaux contrats utilisent toujours les mêmes stratagèmes, les mêmes formules, les mêmes manières de fonctionner. Honnêtement, comme dirait un très célèbre président de la République, ça m'en touche une sans toucher l'autre. Vraiment, c'est... Sans faire bouger l'autre. Sans faire bouger l'autre, pardon, excusez-moi, mais non, vraiment, je suis complètement hermétique à ce genre de caprice de star. Moi, non, j'ai envie, et en plus de ça, on y reviendra peut-être plus tard, mais il donne en plus des signes avant-coureurs qui font qu'il n'est même pas aussi jusqu'au boutiste que peuvent l'être d'autres. Je pense que Deebo Samuel, par exemple, avait mis une pression encore plus forte que ce que Aiyuk avait fait. C'est pas en discutant vite fait avec un ami sur X qu'il a réussi à convaincre qui que ce soit. Donc, surtout qu'en plus de ça, on va en reparler, son contrat ne le met absolument pas en position de force pour pouvoir négocier. Et en plus de ça, j'ai pas regardé quels sont les receveurs free agents la saison prochaine, mais je m'interroge s'il ne fait pas son caprice un an trop tôt. Où il aurait l'occasion, entre guillemets, peut-être de mieux renégocier derrière. Donc bref, je ne comprends rien à la stratégie de Aiyuk, et s'il pense pouvoir nous influencer de quelque nature qu'il soit, j'ai juste envie de rappeler à ce monsieur qu'à titre personnel, j'ai 2 enfants de 5 ans et 3 ans, et que je suis assez rompu aux négociations avec mes 2 kids pour ne pas me laisser influencer par un petit caprice de joueur de foot américain. Donc moi, pour le coup, il peut faire son caprice autant qu'il veut. Il est déjà présent au camp, ça nous laisse déjà en plus un détail que sur ses motivations réelles. Donc bref, je laisse la parole aux autres, mais moi en tout cas, il m'influence pas du tout, le petit bonhomme. Olivier ? Gonzague, le Gonzague l'a dit avec ses mots à lui, avec sa verve toute gonzaguienne. Mais oui, c'est toujours un principe. Et ça parle de contrat, 26 millions, pas 26 millions, 26 millions, c'est pas assez. Oh oui, c'est bon. Au bout d'un moment, je veux dire, comme on dit chez moi, il se gonfle à toi. Il m'a gonflé, lui. Donc, il y a pas besoin il est sous contrat chez nous encore au moins cette année. L'année prochaine, il peut être tagué. Il n'est pas en position réelle de pouvoir vraiment dire quoi que ce soit. Donc, moi, je suis pas non plus très inquiet. Je suis plutôt Team Gonzague, tout en sachant que si vraiment ça devient trop compliqué au sein de l'effectif, je pense qu'à San Francisco, on est suffisamment intelligent pour le faire partir contre une bonne compensation, si tel est le cas. Voilà, j'irai pas plus loin parce que pour moi, l'intérêt est assez limité. Puis oui, au dernier point, s'il veut faire un échange, au même salaire, tu as Davante Adams. Donc, voilà. Kevin ? Ouais, je suis un peu dans la même ligne que Gonzague. Après, que le joueur fasse le maximum qu'il peut pour aller chercher le plus gros chèque, j'ai rien contre. On ferait tous pareil dans sa position au final. Mais bon, entre ce que veut le joueur et la tonne que rajoute la presse là-dessus, avec les rumeurs de Washington, les rumeurs de Pittsburgh, mais vous pensez qu'il a un cerveau, ce gars-là. Vous pensez vraiment qu'il va aller jouer aux Steelers, aux Commanders, alors qu'il joue pour le titre. Il a son QB qui lui lance la balle, il est receveur numéro 1, dans une équipe qui fait tout pour lui quasiment, au moins sur le jeu aérien.
Il en a rien à cirer des Steelers et des Commanders. Il veut juste faire le plus gros chèque possible. Soit, c'est ce qu'il veut, mais on a aussi de l'autre côté un John Lynch qui fait son job parfaitement. Il lui propose ce qu'il peut lui proposer, et puis il va trouver un montage financier qui arrange Ayuk, qui nous arrange nous pour la suite, parce qu'on a énormément de gros contrats qui vont se négocier dans les prochaines saisons. Et ouais, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, comme l'a dit Gonzague. Les choses vont se régler d'elles-mêmes, comme ça c'est réglé avec Debo, avec Nick Bosa. Je suis pas vraiment inquiet là-dessus. Ouais, moi je suis globalement d'accord avec vous, notamment quand Gonzague parlait du fait que ouais, Debo avait mis une pression beaucoup plus importante que n'en met Ayuk, parce que Ayuk, il y a des rumeurs Washington, parce qu'au final, il est pote avec Jaden Daniels de ces années d'Arizona State. Il y avait la rumeur Pittsburgh, parce que de toute façon, dès qu'il y a un receveur libre, t'as une rumeur Pittsburgh parce que c'est comme ça tout le temps. Debo, lui, l'avait clairement dit qu'il voulait aller jouer, se rapprocher de chez lui, qu'il voulait aller jouer en Caroline du Sud, du Nord ou du Sud, qu'il voulait rentrer à la maison et tout. Même pour ceux qui ont regardé la série Receveur, il est vraiment très attaché à chez lui, à la Caroline. Ayuk, il est fan des Niners depuis qu'il est gosse. À un moment donné, il faut aussi se rappeler de ça. Le mec, il joue pas juste pour une équipe qui joue le titre, il joue pour l'équipe de son enfance. Donc il y a aussi ça qui rentre en compte. Après, du côté de la franchise, comme tu l'as dit, Kevin, il y a beaucoup de gros contrats qui vont être signés dans les années prochaines, notamment celui de Purdy qui devrait arriver l'été prochain, qui devrait être assez élevé selon toute vraisemblance. Donc voir aussi ce que la franchise veut, parce que la franchise, elle n'a pas forcément non plus intérêt à trop payer Ayuk, parce qu'il y a Purdy qui arrive. Et je pense que la sélection de Ricky Pearsall va aussi dans ce sens-là, c'est aussi de voir si Pearsall il est vraiment super fort, comme on attend d'un receveur du premier tour, peut-être que les mecs se disent on n'a pas besoin de garder ni Samuel ni Ayuk. Samuel, il a un contrat. Ayuk, il nous fait chier. Peut-être que c'est lui qui part. On ne sait pas. On a encore plein de choses à voir. Donc, le côté timing de la signature d'Ayuk, moi, c'est ça qui me pose la vraie question. C'est est-ce que ça va être réglé d'ici le début de la saison? Je ne suis pas certain, par contre. Je pense que ça peut être une décision qui peut arriver plus tardivement. Mais comme l'a dit Olivier, là, on est en position de force. Le mec, on peut le taguer. Il a encore sa 5e année. On verra bien, quoi. Autre joueur qui n'est pas présent au camp, c'est Trent Williams. Trent Williams, c'est un peu la surprise parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il fasse ça. Après, bon, je pense qu'il n'y a pas de souci non plus à se faire là-dessus. Trent Williams qui n'est pas venu au camp, lui, je pense qu'il s'en bat un peu les couilles de payer des amendes, vraiment. Alors que Brandon Ayuk, il est encore sous contrat rookie, donc ça peut plus l'impacter. Moi, j'ai vu des choses intéressantes sur les histoires de Trent Williams. En fait, le problème, c'est qu'il n'a pas d'argent garanti vu qu'on a restructuré son contrat en septembre dernier. Donc il n'a aucune argent garanti dans son contrat à venir et beaucoup parlent d'une resignature à la Christian McCaffrey qui mettrait pas mal d'argent, de bonus direct, un peu d'argent garanti, qui ferait baisser notre salary cap dès cette année. Les montages financiers vont arriver, hein, on les connaît. Olivier, tu en penses quoi de Trent Williams? Moi, je me fais aucune inquiétude personnellement sur le fait qu'il sera sur le terrain dès le premier match et il sera efficace, quoi. Ah oui, non, mais là, de ce côté-là, il n'y a aucun souci, comme tu l'as dit, c'est juste une question de montage financier. Ça va se régler sans aucun problème. Je le vois pas maintenant qu'il joue dans une équipe qui est pour le titre, où il est avec des mecs avec qui il s'entend, où on sent véritablement qu'il a sa place et qu'il y a du monde autour, ce qu'il n'a pas eu pendant X années quand il était à Washington. Je ne vois pas maintenant, à l'âge qu'il a, tout foutre en l'air, renverser la table pour aller faire une saison ou deux. Voilà, moi, c'est un non-événement. C'est juste qu'il il met un peu la pression. Mais ça, c'est à son âge, je pense que je ferai pareil. Gonzague? Oui, je vous rejoins complètement. Il faut aussi reprendre un peu les antécédents de Trent Williams. C'est quelqu'un qui, juste avant d'arriver à San Francisco, a eu des ennuis de santé assez sérieux, qui aurait pu avoir un impact sur la suite de sa carrière. Il est normal qu'à un âge avancé d'une carrière sur la pratique d'un sport qui est quand même en soi dangereux pour la santé des joueurs professionnels, il est normal qu'ils cherchent à se sécuriser une bonne fois pour toutes par rapport à une certaine argent garantie. Surtout que quand tu regardes le contrat un peu en détail, tu te rends compte qu'il y a quand même toute une partie qui est facilement transférable en prime facile à atteindre. Je pense par exemple à une prime de roster qui permettrait entre guillemets de ménager un peu le cap hit derrière. Honnêtement, comme vous le dites très justement, je n'ai aucun souci sur le fait qu'on va réussir à réaménager le contrat. Je pense que c'est juste une demande assez rapide de Trent Williams pour dire sérieusement, mettez-moi à l'agenda des réunions de comité le plus vite possible.
pour qu'on puisse me sécuriser l'avenir derrière. Mais vu les performances qui sont les siennes et vu les très gros contrats qu'on a renégociés derrière, tu le disais très justement, Elliot, on a tout intérêt à convertir et à moduler le contrat de telle sorte à ce que d'un certain point de vue, on lui garantisse une certaine somme d'argent et de l'autre, qu'on puisse, nous, derrière, parce que ça va être le nerf de la guerre à partir de l'année prochaine, de lisser son contrat de telle sorte à ce que notre cap space puisse être le moins touché possible. Je pense que c'est dans l'intérêt des deux parties. Je me fais aucune illusion. Ça va très bien se terminer, cette histoire. Kevin? Ouais, bah, globalement d'accord. De toute façon, on parle de Trent Williams. C'est le mec qui tient notre ligne offensive quasiment à lui tout seul depuis des années et des années. Ce qu'il veut, il va l'avoir. Et en plus, ce qu'il veut arrange aussi nos affaires financières au niveau de la franchise. Donc, et puis, au pire des cas, même si Trent Williams ne s'entraîne pas jusqu'à la week 1, il va quand même monter en l'air tous les D-line qui vont se présenter face à lui. Et il n'y aura pas de problème. Donc, Et puis non, ton sujet. Il a 36 ans, alors limite, s'il s'entraîne pas, c'est presque bien. Hein. Tu le reposes, on sait qu'il a eu quelques petits problèmes de santé, tu le reposes au max pour la semaine. Oui, et puis la saison dernière, pendant les playoffs, quasiment, il s'entraînait pas de la semaine, il est arrivé au match de playoffs et puis il est monté en l'air pareil. Non, et puis je pense qu'il y a aussi un autre point, c'est que il y a deux choses. Déjà, c'est intéressant que le mec s'y intéresse vraiment, c'est-à-dire qu'il a envie de jouer, déjà. Il y avait des rumeurs de peut-être retraite que ces dernières années, en fait, à son âge et avec sa santé, de toute façon, il y aura des rumeurs de retraite tous les ans jusqu'à ce qu'il la prenne vraiment. Et la deuxième chose, c'est il a aucun intérêt, comme tu l'as dit, Olivier, à aller ailleurs. Il a plus rien à prouver en NFL. La seule chose qui l'intéresse maintenant, c'est de partir avec une bague. Il n'y a aucune franchise aujourd'hui en NFL qui peut lui offrir le leadership qu'il a chez nous, plus autant de grosses occasions d'aller chercher une bague. Il n'y a aucun intérêt. Il sera chez nous jusqu'à la fin de sa carrière, c'est sûr et certain. Petit point. Oui, Gonzague. Ouais, non, je me suis dit que même la comparaison avec le contrat de McCaffrey est plutôt salutaire, parce que là où je vais aller dans ton sens, c'est que ça pourrait laisser à penser qu'au-delà d'avoir de l'argent garanti, qu'il puisse essayer de chercher 1 à 2 années de contrat complémentaires par rapport à ce qui lui reste, ce qui laisse à penser qu'il se voit encore dans la durée au sein de la franchise. Et ça, là-dessus, je te rejoins. Je pense que ça donne quelques indicateurs sur la volonté du joueur de continuer, en tout cas, ce qui est plutôt bon signe. Oui, je pense qu'il fera partie de ces joueurs qui partiront que quand leur corps leur aura dit que tu ne peux plus marcher. Ça sent que le mec, il aime ce qu'il fait. Il n'est pas genre businessman, je prends la thune et je me casse. Il a pris la thune par rapport à son niveau, mais là, maintenant, il veut gagner, il veut continuer à jouer parce qu'il kiffe le sport, en fait, et que en fait, c'est son corps qui lui dira d'arrêter et pas le reste. Parce qu'il y a aussi beaucoup de cas. Il y a de plus en plus de cas, en tout cas, de joueurs qui arrivent au camp d'entraînement et puis qui se disent ok, je peux plus, je prends ma retraite. C'est encore arrivé cette semaine avec Michael Gallup, l'ancien receveur des Cowboys, et ça arrive quand même assez régulièrement. Ça aurait très bien pu arriver à Trent Williams. Il y en a 3-4 qui se dit par an. non, j'en peux plus et puis j'arrête. Et non, le gars il veut jouer. Donc, parfait. Il y en a 3-4 par an. Après, souvent, ces mecs qui prennent leur retraite au début du camp, c'est quand même des mecs qui ont passé leur prime et qui ne sont plus que des remplaçants, entre guillemets, qui ont connu le top, comme Michael Gallup, qui était un titulaire très solide en NFL et qui ne l'est plus aujourd'hui. Trent Williams, c'est le meilleur tackle de NFL, il serait numéro 1 partout où il est, donc même encore aujourd'hui. Petit autre point, quand Ricky Pearsall, notre rookie du premier tour, n'est pas en tenue non plus pour l'instant, il est sur la liste des blessés qui n'ont pas de rapport avec le football, avec une blessure apparemment au disque jambier, des informations qui disent que ce serait pas forcément très grave, qu'il devrait louper normalement la première, peut-être la deuxième semaine des camps. Pas d'inquiétude. Il y a d'autres joueurs aussi qui sont sur la liste des blessés. Dre Greenlaw, évidemment, depuis sa blessure. Drake Jackson, qui ne semblerait pas super bien remis de sa blessure de la saison dernière. Et le dernier, je ne sais plus. Sitala Noah Ufanga, qui est en reprise depuis sa blessure de l'année dernière. Quelque chose à dire sur les blessés? Ouais, Drake Jackson, ça commence... ça pue Drake Jackson un peu quand même. Ouais, ça pue parce que ça commence à devenir assez récurrent cette histoire. Est-ce qu'on n'a pas un joueur qui finalement doit durer était assez en cristal? Il y a quand même beaucoup d'indicateurs qui laissent à penser qu'on est en train de passer un peu à autre chose. On a quand même sacrément renforcé le poste de D-end durant l'intersaison avec Leonard Floyd et Yetur Gross-Matos notamment. Et en plus de ça, Drake Jackson qui ne s'est jamais vraiment remis de sa blessure. Ça s'annonce pas bien pour lui. Voilà, c'est sur Ricky Pearsall, j'ai rien à ajouter parce qu'en effet, finalement, c'est pas grand chose et ça a pas l'air bien méchant, mais voilà, c'est plus Drake Jackson. Je voulais faire une petite aparté là-dessus parce que ça commence à devenir enquiquinant pour lui.
Et si, il y a un autre petit point aussi blessure qui est tombé juste avant l'enregistrement de ce podcast. Notre running back rookie Isaac Guerrero s'est fait mal aux ischio-jambiers lors du training camp, sachant qu'il a un historique absolument dégueulasse de blessures aux ischio-jambiers qui lui a fait manquer 2 saisons complètes en NCAA. Ça sent bien encore bon hein, pour notre rookie drafté par rapport aux autres. C'est pas mal. Nos running backs ont du talent. Ah, au poste de running? Ah oui, t'as raison. Ah, mais lui, je suis prêt à mettre la petite pièce comme quoi il va pas fouiller le terrain NFL. Parce qu'on a beaucoup trop de concurrents au poste de running back. On a notre futur running back non drafté annuel qui va cartonner en tant que tel. Donc, non, pour moi, il n'y a pas de place pour Guerrero. Et s'il se blesse en plus, ça va terminer comme tous les autres. Il verra pas le terrain. La pré-saison qui va commencer dans quelques semaines, hein, pas tout de suite évidemment, mais le premier match de pré-saison sera le 10 août, donc quand même dans 3 semaines. On joue 3 équipes lors de cette pré-saison. On joue les Titans, on joue les Saints, on joue comme tous les ans les Raiders en pré-saison. Kevin, qu'est-ce que tu attends de cette pré-saison? Est-ce que tu as des joueurs en particulier que tu as envie de voir plus précisément? Ouais, bah moi j'avais de gros doutes sur le choix de Ricky Pearsall, donc c'est en particulier lui que j'attends de voir. Voilà, c'est un receveur du premier tour, j'attends qu'il fasse de gros dégâts en pré-saison. On sait que c'est une belle plateforme pour s'exprimer pour des jeunes joueurs qui arrivent, qui ont du talent. Il y a des places à se faire et ouais, je veux que Guerrero se montre. En plus, je veux que Pearsall se montre. Surtout qu'on a quand même un bon QB numéro 2 qui risque d'avoir du temps de jeu dans cette pré-saison. Donc je pense que au niveau de Pearsall, il y a vraiment de quoi faire. Après, est-ce qu'on verra quelqu'un comme J.R. Brown, qu'on a entrevu des belles choses? J'aimerais avoir quelques confirmations à ce niveau-là. On parlait de Drake Jackson, je pense que c'est la fin, mais si il veut avoir encore un espoir d'entrer dans les 53, il faudrait qu'il revienne sur le terrain et qu'il se montre aussi dans cette pré-saison. Voilà, c'est un peu les 2-3 noms que j'ai en tête tout de suite. Olivier? Écoute, pour la pré-saison, c'est les matchs pour les enfants. Donc, je pense que c'est là où Ambry Thomas risque de briller. Sinon, pour le reste, je voudrais voir surtout, moi, c'est en défense. On a recruté plein de, enfin, on a drafté et recruté pas mal de gars. Voir un petit peu la bataille pour les postes de corner et voir aussi, il y a quelques photos qui sont parues de Malik Mustafa. C'est une espèce de bœuf. Et je veux voir ce mec sur le terrain parce que s'il est aussi violent que dans le bon sens du terme, que ce qu'il est physique, ça peut être joli à voir. Donc ouais, moi c'est plutôt sur ces postes-là, même si ça reste de la pré-saison et tu le sais toi-même avec Womack il y a quelques années que la pré-saison c'est pas les vrais matchs. Hein. Samuel Womack il y a 2 ans, la hype de la plus courte de l'histoire pour un mec qui s'appelle DeShaun Jamison l'année dernière. Oui, c'est la pré-saison. Gonzague? Voilà. Alors moi j'ai 2 joueurs, un de chaque côté, offensif et défensif. Je vais commencer par le défensif parce que tu l'as cité Olivier. C'est le duel qui s'annonce Malik Mustafa contre Hufanga. Parce que Hufanga est en phase de reprise. On attend de voir s'il arrive à confirmer la seconde année qui a été la sienne chez nous. On en a suffisamment parlé, comme quoi il avait légèrement downgradé sur la dernière saison avant de se blesser. Et en effet, Malik Mustafa semble montrer de premières choses au camp. Et comme tu dis, Olivier, il a un physique de bœuf. Ça peut être notre belle surprise, notre belle histoire parmi les rookies de cette année. Je l'avais déjà en très bonne estime lors de sa draft. J'étais très content de ce choix. Je suis pas loin de penser qu'avec... au début, j'avais mis Dominique Puni en meilleur choix de draft. Je suis pas loin de penser maintenant de mettre Malik Mustafa quasiment ex aequo. Donc, j'attends beaucoup de ce joueur-là. Et côté offensif, je vais pas du tout être original, mais je le pense sincèrement. J'attends beaucoup de Brandon Ayuk. J'attends toujours un peu de ce joueur annuel qui fait grève et qui, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont revenir à Saint-Glinglin, dans quel état de forme. Bref, j'espère qu'il va arrêter son cirque très rapidement, qu'il va se remettre à l'entraînement et qu'il va se remettre complètement la tête à l'endroit et faire taire des bouches. Ce serait la plus belle réponse qu'il puisse nous faire à nous qui sommes en train de le critiquer en faisant une pré-saison sérieuse, appliquée, pas nécessairement la plus performante, mais quelque chose d'appliqué et sérieux.
qui nous laisse à penser qu'on peut capitaliser sur lui à l'avenir et qu'il mérite un nouveau contrat. Voilà, donc j'attends beaucoup de Brandon Ayuk dans cette pré-saison. Surtout que Brandon Ayuk, contrairement à Nick Bosa, ne peut pas se permettre d'attendre vraiment la fin et le début de la saison pour tenir son contrat, parce qu'il n'a pas prouvé les choses que Bosa avait prouvé et où lui c'était juste une question de tarot. Là où Ayuk, il était bon, super bon l'année dernière, mais à aucun niveau comparable à ce qu'avait fait Nick Bosa en NFL avant de signer son contrat. Moi j'en ai plein, j'en ai plein des joueurs que j'attends pré-saison. Je crois sincèrement que c'est la pré-saison que j'attends le plus. Normalement, la pré-saison, je m'en tape, vraiment. Là, j'ai plein de trucs qui m'intéressent à voir en pré-saison. Tu as parlé de Ricky Pearsall, évidemment, Kevin. Moi, j'attends aussi beaucoup de voir ce que va donner Jacob Cowing, notre rookie, parce qu'il y a toujours cette bataille, peut-être pour le poste de retourneur, on ne sait pas, mais même au poste de receveur, parce que notre corps de receveur, au final, il est très profond. Il va y avoir des batailles pour les dernières places entre Cowing, entre Chris Conley, entre Ronnie Bell, entre Danny Gray, entre Trent Taylor, etc., etc. Et je pense que Jacob Cowing, avec l'absence prévue normalement pour les matchs de pré-saison de Brandon Ayuk, le fait que Debo va être très peu utilisé, va falloir qu'il se montre. Et moi, du peu que j'ai vu des highlights, il y a des trucs intéressants. C'est vraiment un petit gabarit, mais très vif, qui fait de la bonne séparation, qui court des super tracés. Donc j'en attends beaucoup de lui. J'attends toujours que Jordan Mason remontre à tout le monde que c'est lui, notre running back numéro 2, bordel de merde, parce qu'il est sur le terrain et que quand il est sur le terrain, il est performant. Et John Mitchell est très performant quand il est sur le terrain, mais il n'y est pas souvent. En défense, j'attends beaucoup de Robert Bill, le chouchou de Kevin, parce qu'on a parlé de Drake Jackson. Drake Jackson, il est blessé, et Robert Bill, va falloir se battre pour aller chercher un spot. Il a montré des belles choses en fin de saison dernière. La pré-saison, ça va être le moment pour lui de jouer beaucoup de snaps, d'enchaîner, de faire des sacs. S'il peut se montrer vachement en pré-saison, il va aller chercher un spot dans le roster, et je pense que c'est un joueur qui peut montrer des belles choses. J'attends beaucoup de Dee Winters, parce qu'on n'a pas vu grand-chose l'année dernière, même si j'ai beaucoup d'espoir sur lui au poste de linebacker. Et puis, t'en as parlé, Olivier, la bataille pour le poste de cornerback, qui va être très intéressante, parce qu'on n'a aucun doute sur le fait que numéro 1 à San Francisco, c'est Charvarius Ward. La bataille pour le poste de numéro 2 entre Isaac Yiadom, entre Darrell Luther, même si Ambry Thomas, bon bref, entre Reynardo Green. Entre Reynardo Green, va y avoir une baston pour le poste de corner, avec peut-être une surprise à la Samuel Womack qui arriverait peut-être à confirmer derrière. Ça va être des choses. Il y a vachement de choses à suivre en fait dans cette pré-saison. Donc voilà, moi je suis assez, pour une fois, hypé, et peut-être même que je vais regarder les matchs, qui sait. Mais c'est vrai qu'en linebacker, il y a quelque chose à faire, parce que il n'y aura pas de Greenlaw sur les premiers matchs. Et il y a une place de titulaire. C'est pas juste une place dans les 53, il y a une place de titulaire à aller chercher. La place de titulaire devrait revenir normalement à Devondre Campbell quand même pour le début de match. Par rapport à son expérience, c'est quand même un mec qui a fait de très grosses saisons à Green Bay. Dont on avait parlé, Kevin, la dernière fois. Il a fait d'autres un peu moins fortes. Ça reste un mec expérimenté qui est un parfait tampon le temps que Dre Greenlaw revienne. Après, oui, c'est pas un titulaire indiscutable et il y a de la place à se faire. Dee Winters, pour moi, est un de ces noms-là. Flanagan Falls, mon amour retrouvé pour Flanagan Falls, le plus grand changement. Peut-être qu'un jour, Olivier aimera Ambry Thomas. Peut-être. Non. Croyez en vos rêves. Donc, non. Là, tu pousses le bouchon un peu loin. Là. Ouais, en vrai, non. Mais même s'il faisait l'interception de la victoire en Super Bowl... Je pense que... À quand un prodige anglais appelé Ambry Thomas qui signe à l'Olympique de Marseille? J'en rêve. Alors, c'est magique. Hein. Non, alors, ayant vu Olivier en vrai et connaissant un peu son système de valeurs, même s'il n'aime pas Ambry Thomas, il préférait l'avoir à l'OM que Mason Greenwood. C'est un débat qu'on n'aura pas ici. Oui, mais du coup, non, la pré-saison, il y a pas mal de choses à faire. On va pas vous parler de nos 53 maintenant, parce qu'on va attendre quand même l'avancée de pas mal de choses, les premiers matchs de pré-saison avant d'avoir les cuts, pour avoir vraiment une idée plus précise de ce qui peut se faire. Autre petite... Alors j'ai vu passer ça sur Twitter l'autre jour. Bon, sur Twitter, il y a tout et n'importe quoi, il y a des gens qui essaient de faire un peu de buzz parce qu'il se passe rien pendant l'intersaison, et j'ai vu quelqu'un qui s'est hypé très fort sur Tanner Mordecai, notre quarterback numéro 3, qui le mettait même potentiellement devant Joshua Dobbs. Et oui, j'en ai vu des conneries, mais ça, quand même, c'est un peu incroyable. Après, pourquoi pas un poste de numéro 3 ? Il aura du temps de jeu, de toute façon, dans cette pré-saison Mordecai.
Le poste de numéro 3 de Brandon Allen, il n'est pas assuré, lui, par contre. Alors, par contre, Tanner Mordecai a été drafté en UFL, donc au moins il a un avenir assuré. Il y a un backup plan, il y a un plan backup, c'est clair. Ah, mais moi, je vous l'avais dit, lors des études des rookies, j'estime beaucoup ce quarterback et j'annonce qu'il sera à minima quarterback numéro 3. Je mets devant Brandon Allen. Et je ne sais pas qui est cette personne qui a mis ça sur X. J'ai beaucoup d'estime pour Joshua Dobbs. Je pense qu'au travers de Joshua Dobbs, on a un des meilleurs backups de la NFL. Mais avec Mordecai, on peut avoir une belle histoire concernant un quarterback qui puisse avoir un avenir NFL. Honnêtement, c'est pas crétin du tout comme argument. Après, je sais qu'Olivier serait content parce que c'est un super nom, Mordecai, quand même. On est dans la liste. Là, moi, dès que j'ai entendu le nom, j'ai dit je le veux. Moi, Mordecai, je peux le prendre. Ça fait très catcheur américain, c'est parfait. Voilà. Puis la dernière fois que Gonzague nous a sorti une dinguerie comme ça sur un jeune quarterback de fond de draft, il s'appelait Brock Purdy et puis on a tous ri. Mais aujourd'hui, on ne rit plus. C'est vrai. Après, Mordecai, c'est quand même difficile de savoir ce qu'il vaut en ce moment, puisqu'il était quarterback à Wisconsin. Et pour ceux qui le savent, être quarterback à Wisconsin, ça signifie lancer aucun ballon et faire que des end-off à son running back. Et puis, c'est vrai qu'il a une carrière un petit peu mouvementée au NCAA. Donc, quand je dis mouvementée, c'est que voilà, il a connu plusieurs programmes. Voilà, c'est un bon quarterback qui a la tête sur les épaules, qui n'a pas beaucoup lancé. Je rejoins complètement Elliot là-dessus. Mais par contre, que j'ai toujours trouvé extrêmement précis, qui a un certain leadership. Et moi, encore une fois, quand je juge un quarterback, ce qui n'est pas toujours ma plus grande qualité, vous êtes bien placé pour le savoir, mais quand je juge un quarterback, quand je cherche un numéro 2 ou un numéro 3, il y a certaines valeurs qui pour moi sont plus importantes que d'autres. Et le leadership, pour moi, dans un vestiaire, quand tu es numéro 2 ou numéro 3 en poste de quarterback, d'ailleurs, quand tu es quarterback tout court, d'ailleurs, pour moi, est un élément qui est capital. Et ça, il l'a. Et ce qu'on attend de la part d'un quarterback numéro 2 ou numéro 3, c'est d'avoir la tête sur les épaules, avoir du leadership, avoir vraiment un sens des responsabilités très fort. Parce que généralement, quand tu rentres, c'est à l'arrache, suite à une blessure. C'est toujours un coup du sort si tu dois rentrer sur un terrain en étant numéro 2 ou numéro 3. Et là, il faut être solide, avoir la tête sur les épaules. Et je pense qu'il a ces qualités-là. Donc, il peut avoir un avenir, je pense, chez nous. Voilà, je trouve cette anecdote sur Twitter loin d'être idiote, même si pour moi, il y a quand même du boulot, parce que Joshua Dobbs reste quand même un super backup. C'est une très belle prise de garde pour nous, durant l'intersaison. En tout cas, au poste de quarterback, on est capé. Avec ces trois-là, on est vraiment capé. On sent quand même qu'il ne se passe pas grand-chose pendant l'intersaison quand on vient à passer 4 minutes sur Tanner Mordecai quand même. Il n'y a pas grand-chose. C'est quand même relativement calme. Vivement que le football reprenne. C'est ça. Est-ce que quelqu'un a un débat qu'il veut lancer, quelque chose qu'il veut rajouter? Kevin, Olivier? Oh ben non, moi juste par rapport à votre notion des 53, la chose la plus importante à voir pour les matchs de pré-saison, ça va être les blessures. C'est du foot américain, il y a de la casse, on le sait. Et donc voilà. Pour moi, la valeur la plus importante, ça va être réellement ça. S'il y a de la casse, qui, quand, comment, et comment les effectifs vont se rééquilibrer en fonction de ça. Oui, non, c'est sûr. Tous les ans, on a des discussions en début de pré-saison qui changent totalement après les premiers matchs, après même les camps, parce que les camps, ça commence à avoir du contact, contrairement aux rookie minicamp, aux camps, aux volontaires. Oui, là, on commence à avoir des mecs qui se mettent sur la gueule, et ça change un peu toute la perspective. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Les premiers matchs nous diront quand même pas mal de choses sur qui est prêt à jouer, que ce soit sur les blessures en cours de match, ou même l'état de forme, le niveau physique des joueurs qui est capable d'enchaîner les snaps pendant longtemps, quoi. Oui. Je reviens un petit peu sur Brandon Aiyuk. Il y a quand même une petite information qui, je trouve, est passée complètement au travers des mailles du filet en termes de communication, en termes d'infos NFL, et que je trouve toujours intéressante à étudier, c'est la valeur que nous prêtons en fait à Brandon Aiyuk, puisque beaucoup de sites ont retweeté ou ont renvoyé l'information qui semble être confirmée que les Patriots
ont bien offert un choix de draft pour Brandon Ayuk au moment de la draft, il s'agissait du choix de 34. Ce qui veut dire, encore une fois, que toutes les rumeurs qu'il y avait eu sur Brandon Ayuk, comme quoi les autres franchises lui valaient une valeur de premier tour, semblaient à fonder. C'est visiblement la meilleure offre que nous ayons reçue pour Brandon Ayuk, donc qui venait des Patriots avec le choix numéro 34, donc tout début de second tour. Donc c'est toujours le même problème sur lequel on en revient avec Brandon Ayuk, à savoir que c'est un joueur qui est capital au sein de notre système, mais qui, à cause de notre système justement, n'a pas été peut-être mis en valeur comme un receveur numéro 1, comme l'ont pu l'être d'autres joueurs dans d'autres franchises. Et du coup, c'est quelle est la valeur que prêtent les autres franchises à Brandon Ayuk dans le cas d'un trade. Et on se rend compte que pour une franchise comme la nôtre, qui vise le titre et qui donc veut avoir une équipe qui est complète à tous les postes, est-ce qu'il y a un intérêt quand tu joues le titre à lâcher un joueur capital à ton effectif pour un seul deuxième tour de draft, combien il serait en début de deuxième tour? J'en suis pas certain, moi. J'en suis pas certain. Et quand tu vois que Shanahan envoyait des troisième tours pour des joueurs upgrade qui nous permettraient d'aller jouer le titre, je comprends tout à fait la position de John Lynch, qui est de se dire, si c'est pour un choix numéro 34 en début de deuxième tour ou un milieu de deuxième tour, pour Brandon Ayuk, je ne le lâche pas. Et il a raison. Il a raison quand tu joues le titre. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite anecdote là sur la compensation qui était offerte pour Brandon Ayuk par les Patriots. Mais Brandon Ayuk, de toute façon, il n'a pas la visibilité dans notre attaque. Il est dans le top 10 en production, mais quand tu regardes son nombre de targets, il est à peine dans le top 20. Donc, mais une équipe qui regarde ses stats devrait le voir comme nous que c'est un gars que s'il a le nombre de targets d'un Davante Adams ou autre, il exploserait, c'est une évidence. La qualité, elle est présente. Sauf qu'il n'a pas encore explosé au grand jour en termes de chiffres parce que on a Deebo Samuel, on a George Kittle, on a Christian McCaffrey et on a Brandon Ayuk. Il faut bien les nourrir, tous ces gars-là. Mais j'ai du mal à comprendre que sa cote explose pas plus que ça parce que les chiffres sont là et sont quand même assez parlants pour lui aussi. Mais plus encore que les chiffres, qui sont très parlants, moi, le plus impressionnant sur Brandon Ayuk, c'est l'impression visuelle. Et c'est ce dont pas mal de cornerbacks ont parlé, je sais plus si c'était lequel qui en parlait en NFL, le mec est tout le temps ouvert. Le mec, il est tout le temps ouvert. C'est ça le truc fort, c'est que c'est l'impression visuelle. Il n'est pas flashy comme un Deebo. Il va pas faire autant de yards après catch. Par contre, quand la balle elle arrive vers lui, tu te rends compte qu'il y a personne autour de lui parce que ses tracés, ils sont parfaits. Et ouais, je pense que normalement, ça devrait être un mec qui a une valeur de premier tour. Après, si les mecs, les autres équipes veulent pas nous offrir plus, ça peut aussi être un levier pour nous de dire à Brandon Ayuk au niveau de la signature de contrat, mec, tu vaux pas forcément plus que ce qu'on t'offre, parce que les autres, ils sont pas prêts à t'offrir tant que ça. Donc voilà, faut voir ce que ça va donner. Après, moi, je pense que cette saison, il devrait être sous le maillot des Niners, et puis ça sera à lui de montrer ce qu'il vaut. S'il veut aller chercher ce contrat comme il se vend, comme un Justin Jefferson, même si ça ne sera jamais le cas, s'il veut aller chercher le gros contrat, va falloir qu'il n'y ait aucun drop, qu'il y ait du yard après catch, qu'il continue à éclater ses défenseurs, qu'il continue à faire un maximum de réceptions et qu'il se montre indispensable à notre attaque. C'est clair. Après, attends, là, alors, je vous rejoins complètement sur les qualités intrinsèques du joueur et notamment, Elliot, quand tu parles des tracés de Ayuk, en effet, c'est du bonbon. C'est vraiment d'un très très haut niveau. Après, attention, si demain, Brandon Ayuk obtient ce qu'il a demandé, même si je pense qu'il y a une part de bullshit là-dedans, à savoir d'être tradé, j'attends de voir encore ce qu'un Brandon Ayuk pourrait être dans une franchise beaucoup moins bien en place que la nôtre et être notamment être la principale cible, c'est-à-dire d'être constamment double-teamé, de ne pas pouvoir se reposer sur d'autres receveurs qui te permettent, entre guillemets, d'avoir plus de latence, notamment face à des cornerbacks en presse qui viennent te bousiller le début de ta course en tant que tel. Honnêtement, je ne sais pas ce que ça représente Brandon Ayuk en étant le seul receveur fiable d'une franchise. Et imaginez justement Brandon Ayuk aux Patriots. Ça donne quoi? Moi-même, je ne sais pas quoi répondre. Je ne sais pas quoi répondre parce que si t'es pas bien entouré comme il peut l'être aujourd'hui à San Francisco, certes, tu peux avoir plus de stats parce que tu es davantage ciblé, mais tu peux aussi voir tes stats baisser en parallèle parce que tu n'y arrives pas, quoi. Donc, je ne sais pas trop quoi penser par rapport à ça. C'est très difficile, si on est vraiment objectif, de prêter la valeur réelle de Brandon Ayuk parmi les meilleurs receveurs NFL. C'est très compliqué, je trouve. Oui, puis
Après, pour les personnes qui, comme Elliot et moi, avons vu la série Receveur, tu entends beaucoup de choses aussi. Et c'est très intéressant parce que c'est là que tu te rends compte à quel point Djibo, il est très, très important. Et j'ai beaucoup pensé à ce que nous avait dit toute la saison Elliot, comme s'il avait fait partie du reportage, parce que bon, la physicalité, le fait d'être important dans les vestiaires, on est toujours moins bon quand Djibo il est pas là. Oui, j'ai pas l'impression qu'on soit beaucoup moins bon quand Brandon Ayuk il est pas là. Voilà, c'est juste le petit point qui moi me chiffonne parce que tu as aussi bien les jeux qui sont appelés, les jeux ce qu'explique assez bien la série. Et oui, quand il n'y a ni Ayuk, quand il n'y a ni Djibo ni Kittle, mais voilà, ça s'est vraiment vu sur la saison précédente. Mais parce que, en fait, surtout, là, je suis d'accord avec toi, Olivier, pour aussi avoir vu la série, du coup. Ayuk, malgré toutes les super qualités, pour moi, est beaucoup moins important que Djibo pour une simple et bonne raison. Ayuk est un excellent receveur, mais j'aimerais dire, c'est un receveur. Des receveurs comme lui, en NFL, le profil, il y en a plein. Si on doit faire un débat qui arrivera peut-être un jour de qui on va garder entre Djibo et Ayuk, même si Djibo il a des périodes de blessure, même si Djibo il est moins productif que sa grande saison de 2021, bah Djibo en fait des joueurs comme lui en NFL aujourd'hui il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux, il n'y a que lui. Parce que il est sous le profil d'un McCaffrey, mais avec le côté plus receveur que running back. Il est capable de courir, il est capable de bloquer, il est capable de faire beaucoup de yards après catch, même si Ayuk en fait, il n'y a personne qui en fait aussi bien que Djibo Samuel. C'est un moins bon receveur pur, ça c'est sûr et certain. Par contre, il a un profil qui n'existe pas en NFL, qu'on ne pourra pas dupliquer, qu'on ne pourra pas retrouver en le tradant et en le remplaçant par quelqu'un d'autre. Donc pour moi, quand tu regardes, c'est son importance dans le vestiaire, quand tu regardes l'attitude qu'il a quand il rentre sur le terrain avec Trent Williams, qui sont les deux leaders côté bad boy, en fait, un petit peu de l'équipe. Bah, pour une équipe, en fait, ça compte parce que tu as des gentils garçons derrière comme Brock Purdy et McCaffrey qui se reposent là-dessus. Tu as besoin des bad boys qui vont protéger au niveau médiatique et au niveau où on va s'emmerder les gentils garçons. Et des gentils garçons, dans l'équipe, on en a plein. Mais on a besoin de bad boys comme Trent, comme Djibo, comme Kittle, qui est pas un bad boy, mais qui est un mec avec beaucoup de personnalité, qui va les faire chier, qui va attirer la lumière sur lui. McCaffrey, il attire la lumière juste par son jeu et par sa meuf. Mais en dehors de ça, c'est pas le mec avec les plus grosses personnalités du vestiaire. Brock Purdy est pareil. Ouais, mais t'as besoin de ce receveur dominant qui est capable de faire des gros tracés. T'as Brock Purdy aujourd'hui, t'as un quarterback qui est capable de lancer, t'en as besoin de ce receveur numéro 1. Ok, Djibo apporte une palette plus large, mais si on n'a pas Brandon Ayuk demain matin, on n'a plus de receveur numéro 1 et c'est méga important dans cette attaque-là aussi. Bah, on est allé au Super Bowl, le premier Super Bowl où on va de cette génération-là contre les Chiefs. On n'a pas de receveur numéro 1. On a Emmanuel Sanders qui n'est pas un receveur numéro 1. C'est un 2 amélioré, Emmanuel Sanders. Ouais, et puis Garoppolo lance 100 yards par match et ça nous a clairement manqué. On s'est faufilé jusqu'au Super Bowl, mais parce que aussi il y avait un calendrier méga simple et qu'on a affronté personne avant d'arriver au Super Bowl, on va se le dire. On s'est faufilé jusqu'au Super Bowl. Ça nous a manqué. Ouais, mais il a lancé 100 yards par match et il avait Mostert en running back. Là, on a un mec qui lance 250-300 yards par match, en plus avec McCaffrey. J'ai pas l'impression que Ayuk, si on peut le garder, on le garde et c'est tant mieux, c'est un excellent joueur. Mais j'ai l'impression que si on doit choisir entre sacrifier Djibo ou sacrifier Ayuk le jour où les gros contrats vont doit arriver, notamment celui de Purdy, bah, quitte à choisir, j'ai l'impression que on peut plus facilement en tout cas remplacer le profil d'Ayuk que remplacer celui de Samuel. C'est une évidence. Ah, mais de toute façon, ce débat, il aura lieu. C'est inévitable qu'à un moment, ce débat aura lieu. Puisqu'il faudra certainement être homogène dans la gestion des contrats au niveau de chaque poste. Et c'est vrai que même si le salary cap augmente tous les ans, la charge de salaire que vont représenter Djibo plus Ayuk pour des receveurs 1 et 2 seront beaucoup trop importantes à l'échelle de la gestion des contrats de la franchise. Donc, de toute façon, ce débat, pour moi, me paraît inévitable. Je ne sais pas dans quel monde il est possible que deux puissent cohabiter à des salaires max. Ça me paraît absolument impossible. Donc, ce débat aura lieu. D'où Ricky Pearsall, exactement. Mais quand tu vois les grosses franchises, nous, on est vraiment chanceux quand on regarde d'autres franchises.
Les Chiefs, ok, ils sont allés pécho 3 Super Bowls depuis que Mahomes est arrivé. Par contre, ils ont dû lâcher Tyreek Hill, et cette année, ils ont dû lâcher L'Jarius Sneed en chemin. On a lâché que Arik Armstead, un vieillissant, alors qu'ils ont lâché Hill au moment où il arrivait au top, et L'Jarius Sneed au moment où il arrive au top. Au final, niveau contractuel, on s'en sort quand même vachement bien pour l'instant. Il y a un moment donné où le bâton, il va nous retomber dessus. Ce sera peut-être à la fin de la saison, ce sera peut-être plus tard, ce sera peut-être jamais. Mais il y a quand même peu de chances qu'on s'en sorte en gardant toutes nos stars tout le temps, vu en plus la manière dont on en fabrique tous les ans. Ouais, mais alors D'ailleurs- quelque part, je vais juste, ok, c'est bien, on garde nos joueurs, mais je préférais que les joueurs ils s'en aillent et qu'on ait gagné au moins un Super Bowl contre les Chiefs. Hein. Voilà. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est dans le sens où dire, même les mecs, même les meilleures franchises, elles sont obligées, enfin, les meilleures franchises, parce que je dis même alors qu'on en fait partie, les meilleures franchises, au bout d'un moment, tu es obligé de faire des sacrifices, malgré tous les montages financiers que tu peux faire. Bah, si tu n'as que des All-Pro à chaque position, en fait, tu ne peux pas payer tout le monde. C'est impossible. C'est comme ça que le salary cap est foutu. C'est aussi le but de l'égalité des chances de la NFL. C'est pour ça qu'il y a un salary cap. Sinon, tu pars complètement en couille comme le baseball et toutes les grosses équipes signent toutes les stars et tu perds tout l'intérêt du championnat. Mais les Chiefs, c'est vraiment un cas à part pour moi. C'est pas nécessairement une franchise bien gérée. C'est pas nécessairement une grande franchise. Ah non, ça je suis d'accord. Ils sont gérés avec Ils ont le Patrick cul. Mahomes qui est incroyable, qui les fait gagner. Et puis ils ont un génie défensif qui s'arrange pour mettre en place une défense qui tient la route. Et puis ça leur suffit. Mais nous, on est dans un cas différent. On n'a pas ce grand QB générationnel. On a maintenant la chance d'en avoir trouvé un très bon, mais ça suffit pas encore pour taper ce que fait Mahomes. Non, mais je suis d'accord avec toi quand tu parles de, oui, effectivement, Kansas City, je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est une franchise qui est extrêmement mal gérée. Je pense que Brett Veach est le GM le plus surcoté de la NFL et que le proprio, de toutes les infos qu'on a, le proprio des Chiefs est un gros con. Mais ils ont eu de la chatte parce qu'ils sont tombés sur le meilleur quarterback de ces 50 dernières années. Et que c'est même pas Brett Veach en plus qui l'a recruté, c'était le mec qui était aux Browns après et qui est aux Lions aujourd'hui, qui mâche tout le temps son chewing-gum dans Hard Knocks à l'époque des Browns, qui avait drafté Baker Mayfield. C'est lui qui le draft et il se fait virer juste après, avant même que Mahomes ait pris un seul snap. Et ça, derrière, toute la lumière revient sur les autres. Oui, ils sont pas bien gérés, mais on a des All-Pro à chaque position. Et on fabrique des nouveaux All-Pro au 4e, au 5e tour tous les 2 ans. C'est la rançon de la gloire, c'est que au bout d'un moment, je pense que va falloir... Là, on est en train de décaler tous les contrats sur les années d'après. Il y a un moment donné où tous nos bons joueurs, un moment donné où la sauce, elle prendra plus, peut-être dans 10 ans, et on va avoir un moment de creux. Et le moment de creux, par contre, il va piquer parce qu'on aura tout décalé nos contrats et on va devoir payer des mecs qui sont à la retraite depuis 3 ans. On espère que ça va pas trop nous impacter, mais il y a un moment donné où ça risque quand même de nous tomber dessus. D'ailleurs, dans les choses à suivre pendant les matchs de pré-saison, vous avez fait un peu le lien à l'instant également, dont on n'a pas du tout parlé, c'est que en effet les Chiefs, c'est pas l'équipe la mieux gérée du monde, mais elle peut compter sur un excellent quarterback et également sur un magnifique head coach et un formidable coordinateur défensif. L'un des hot seats sur lequel il faudra qu'on s'appuie durant cette pré-saison, c'est également voir ce que vaut notre nouveau coordinateur défensif, ce nouveau schéma. On n'en a pas beaucoup parlé, mais ça, c'est un élément, je pense, sur lequel il faudra tous qu'on soit extrêmement précis dans nos analyses, parce qu'en effet, je pense qu'il va y avoir pas mal de nouvelles choses. Ça peut complètement prendre comme ça peut ne pas prendre du tout. Moi, je reste convaincu que que ce duo qu'on a mis en place peut fonctionner. Donc, je suis plutôt optimiste. Mais il y a toujours ce risque. Hein. C'est pas anodin comme système mis en place. Et voilà, je serais très curieux de voir comment la mayonnaise défensive prend avec nos nouveaux coordinateurs. Et moi, ce que j'attends le plus presque de Sorensen, c'est pas tant le schéma. Le schéma, j'ai pas la sensation qu'il va être fort différent de tout ce qu'on a fait précédemment. Je parle pas forcément de l'année dernière. C'est dans le détail que je veux dire. Non, mais oui, mais moi, remettre en cause un 4-3, c'est du détail en fait. En fait, moi, dans ce le que détail j'attends qu'on verra j'attends surtout de Sorensen, ça va être l'attitude qu'il aura sur le côté du terrain. C'est ça, notre force de notre défense, ça a été quand tu avais de l'attitude sur le côté du terrain, quand tu avais Saleh et Ryans. Sorensen n'est pas comme ça, évidemment, mais j'attends aussi de voir surtout la réaction des joueurs à la personne de Sorensen. Est-ce que les mecs sont hypés? Est-ce que les mecs lui tapent dans la main? Est-ce que les mecs parlent avec lui sur la sideline quand l'attaque est sur le terrain? Est-ce qu'ils se hype entre eux?
c'est ça, la force de notre défense, ça n'a pas été le schéma. Le schéma, il est basique, c'est une 4-3 avec des modifications. Ce qui a été la force, c'était les joueurs qui composent ça et la manière dont ils étaient motivés à performer. Notre différence, elle s'est fait là-dessus. Et je pense que moi, c'est sur ça, en tout cas, que j'attends surtout Sorensen. Ouais, En mais tout cas, Brandon Sorensen Staley, par est- exemple, est- va apporter des choses. Ouais, pardon, je T'as disais dit- Brandon Staley va apporter certaines choses hein, Bien sûr, en termes bien de sûr. diversification de schéma. Et je pense que ça va être assez intéressant à regarder. Excuse-moi, Kevin, je t'ai coupé. Non, je disais, en tout cas, Sorensen est un deuxième choix, puisque Kyle Shanahan a avoué cette semaine avoir proposé le poste à Kyle Shanahan, à Bill Belichick officiellement. Imaginez l'image de Bill Belichick sur le sideline en tant que coordinateur défensif, ça aurait été monumental. Ouais, mais alors, est-ce que ça aurait été une si bonne idée que ça? Il y aurait eu trop de Pas forcément, lumière. non, pas forcément. Trop, Mais trop, pas tant que des compétences de Bill Belichick, surtout sur le niveau défensif, qui sont pas forcément approuvées, mais c'est surtout sur le côté, vas-y, trop de lumière sur la sideline, c'est pas le but. mais j'aurais trouvé l'image quand même amusante. À l'image aurait été marrante, c'est clair. Enfin, nous, on a déjà eu ces débats-là avant que Sorensen soit désigné. Nous avait parlé de Pete Carroll aussi. Bon, on n'est pas non plus. On a récupéré au final Staley, mais faut pas qu'on soit la maison de retraite de tous les head coachs qui se sont fait têche en NFL. On a déjà eu Anthony Lynn avant, les gars. Tranquille. Et puis j'adore Non, Kyle mais Shanahan, mais avoir un coordinateur qui a une aura plus importante que toi, ça pose C'est problème quand même. C'est chaud. Non, par contre, ça nous prouve quelque chose, et j'en suis désolé, Olivier. Hein, quand à une année, on propose le poste de QB à Tom Brady, et que là, derrière, on propose le poste à Bill Belichick, tu sens qu'il y a un petit fantasme qui n'a jamais été honoré du côté de Shanahan de vouloir travailler pour les Patriots des belles années, quand même. C'est que tu sens vraiment qu'il avait un attrait pour la franchise, quoi. Ouais, mais alors, sans forcément faire du mal à Olivier de parler des Patriots, mais en même temps, toute franchise qui a un minimum de sens, si tu lui dis, les gars, dans 20 piges, Kyle, t'es encore head coach et on a gagné 6 Super Bowl avec Purdy dans le lot, bah ouais, le mec il va dire oui, il y a forcément des choses dont on doit s'inspirer en vrai des Patriots parce que le succès, ils l'ont eu, quoi qu'on en dise. Vous voulez vraiment que je réponde à tout ça? Non. Tu peux. Vous savez pourquoi vous voulez Brady et Belichick? Tout simplement pour qu'ils apprennent à truquer comme ils ont fait pendant 20 ans, c'est tout. Allez, question suivante. On n'en sortira jamais de ces histoires-là. Ambry Thomas et les Patriots. Sinon, pour changer, de petites anecdotes sur Brock Purdy. D'abord, qu'il n'a pas été totalement rétabli de son épaule jusqu'à la semaine 8. Je ne sais pas si vous avez vu une différence sur sa production entre avant et après, mais c'est complètement dingue. Semaine 8, c'était qui? C'était la bye week, non? C'était la bye week, je pense. Ça se peut. Bah, je l'ai trouvé quasiment presque meilleur en première partie qu'en deuxième partie de saison, si on prend vraiment match par match. Parce qu'il y a eu quand même le match contre les Cowboys en première partie de saison. Ouais. Et puis, je sais pas si vous avez vu le Golgoth qu'il est devenu pendant l'été, mais lui, il a décidé de plus tomber. Il dit, OK, il y aura peut-être encore de la pression sur moi, mais maintenant, je vais les défoncer, les gars. Et lui, alors pour le coup, il y en a qu'on a vu en NFL, on les a vus à Cancun, ou on les a vus se marier, on les a vus se balader, je sais pas où. À mon avis, on n'a pas vu Purdy parce qu'il était en train de se dégommer à la salle. Il est devenu mastoc, c'est chaud. Mais j'ai vu passer justement une petite anecdote avant qu'on lance l'enregistrement que apparemment dans les vestiaires des 49ers, ils appelleraient notamment pour ses cuisses, ils appelleraient Purdy Baby Bossa. Ah ouais. Ouais, c'était aux yeux au premier abord. Bah, en vrai, quand tu regardes les photos là, quand ils sont arrivés au camp, tu regardes, il y a Purdy qui arrive en short, il y a des cuisses mais monstrueuses. Quand tu vois par rapport, bon, oui, on va encore parler de Mahomes, mais qui est encore meilleur, mais Mahomes avec son petit bidon là, j'ai l'impression que Purdy s'est dit non, moi je vais jouer la durabilité, je vais renforcer mon corps, j'ai pris des coups en NFL, voilà, on va se renforcer bien comme il faut pour avoir la plus longue durabilité possible. Espérons que cette prise de masse ne dérègle pas sa mécanique de lancer. Ça n'a pas l'air parce que ça a l'air. Enfin, j'ai vu des prises de masse de joueurs NFL ou de sportifs en général, on en a vu plein. Il a l'air quand même d'avoir gardé la même proportion de corps. Contrairement, par exemple, ça va parler au plus grand monde, mais à Mbappé qui a complètement changé de physique quand il s'est mis à la muscu, là, il a gardé la même proportion, Purdy. Ok. Bon, et puis, juste pour revenir à ton histoire de comme quoi il aurait joué blessé, tout comme ça, c'est pareil, ce discours, on l'entend depuis toujours. J'ai de temps en temps, à titre personnel, de sérieux doutes sur la véracité de parfois certaines.
J'ai parfois l'impression que c'est plus pour se faire mousser qu'autre chose en disant regardez, j'ai tapé des stats à plus de 140 et Non, mais la Gonzague, c'était de notoriété publique qu'il n'allait pas être prêt pour la semaine 1. On a tous eu des doutes, on se demandait. Ça allait être compliqué d'être là pour la semaine 1. On a tous été surpris qu'il soit titulaire. Ça se tient par rapport au discours des médecins avant et tout ça. On a quand même fait un podcast pour se dire, après la saison rookie qu'il avait fait, pour se dire, bon, ça sera qui le titulaire en semaine 1 entre Darnold, Lens et Purdy. On avait fait tout un podcast là-dessus quand même. Non, mais en soi, je ne peux pas vous contredire, vous avez tout à fait raison. Je dis juste que de manière générale, je ne sais pas quelle véracité, je ne prends pas le cas de Purdy en particulier, quelle véracité donner à ce genre d'infos où j'ai l'impression de l'avoir lu et relu pour n'importe quel joueur NFL depuis toujours. C'est toujours difficile à évaluer. Ça se trouve, il n'était pas prêt en week 1, mais il était en week 4, mais on va dire qu'il était prêt qu'en week 8 parce que ça permet de mousser un petit peu en disant regardez comment je suis fort dans ma tête. Bref, je ne sais pas quelle véracité donner à ce genre d'infos. J'ai beaucoup de mal à titre perso. Ouais. Bah, quand je vois, ça en a parlé un peu justement quand on revient sur la série receveur, que Amon-Ra St. Brown a dit qu'il a joué l'ensemble de la saison depuis la semaine 3 avec son oblique déchiré. Bon, déchiré peut-être pas, peut-être t'avais mal, mais déchirer un oblique, mec, c'est un muscle de l'abdomen, tu pourrais juste pas courir en fait. C'est ça, et surtout, tu pourrais pas aller chercher des balles hautes. Non, mais c'est exact. T'as parfaitement résumé, les gars. C'est impossible. Voilà, c'est techniquement impossible. C'est le concept même de ce sport-là. Tu vois, Davante Adams, pareil. Il peut pas lever. Ou George Kittle, pareil. Il peut pas bouger le bras, il faut une piqûre miracle et hop, putain, je peux bouger le bras. Non, c'était Davante Adams, qui avait hyper mal au bras. On voit qu'il part dans les vestiaires. Il y a juste un micro-son, mais il n'y a pas de caméra. Ça fait genre, oh yes. Oh, I don't feel anything. Et il lève le pli. Le mec, il te fait 140 yards juste derrière en deuxième mi-temps. C'est genre, bon, il se passe quoi dans les vestiaires? C'est chelou quand même. Ouais. Après, avec les produits qui traînent, tout est possible. Pour les spécialistes, on a vu Tyler Hamilton finir un Tour de France avec 100 clavicules. Donc, Et le mec, il finit 4e. Voilà, genre. Bon. Oui, après, c'est vrai que pour ceux qui ont vu l'enfer du dimanche. Voilà. Tout bonnement. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs? Non, je pense que c'était pas mal comme épisode bistrot, on parle de tout et de rien. C'est vrai que c'était un petit épisode bistrot. En même temps, il n'y avait pas grande actu. Le problème, comme tous les ans de l'intersaison, l'actu vraiment chaude des France Niners, on l'a vraiment torché en 20 minutes parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Écoutez, merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous dans quelques semaines, je pense. On va faire nos 53. On va parler un peu de ce qu'on a vu en pré-saison, de ce qu'on a vu dans les camps. Peut-être des news sur Ayuk, des news sur Williams, on verra bien. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, go Niners comme d'habitude. Salut. Go Niners. Ciao, ciao. Come on.